Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. Vous le savez, l'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h sur les antennes de la RTB. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des analyses, des commentaires et des décryptages des grands points de l'actualité nationale et internationale. Alors pour ce dimanche, nous avons au menu la situation sécuritaire au Burkina marquée par les récentes attaques terroristes contre les positions de l'armée à Nassumbu, à Pama et contre des civils dans le village de Sikiré. Nous parlerons également de la subvention de 500 millions de francs CFA accordée par l'État aux partis politiques pour le financement de leurs activités hors campagne électorale. La grève des GSP entamée depuis le 22 octobre 2018 et ses conséquences sur le système judiciaire est également sur la table des débats. Et puis en page internationale, nous parlerons de la Côte d'Ivoire avec la liberté sous conditions accordée à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous nous intéresserons également à la démission annoncée de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Nous avons avec nous Bourema Ouedraogo du journal Le Reporter. Bonjour Bourema. Bonjour Sayon. Dabadi Zumbara du journal Le Pays est avec nous. Bonjour. Bonjour Sayon. Nous avons avec nous Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour. Bonjour Sayon. Et Joachim Vokouma de Kasseto.net, un journal en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité cette semaine a été marquée par les attaques terroristes. Le 27 janvier, le village de Sikiré dans le Soum est attaqué, faisant 10 morts. Le lendemain, le camp du groupement des forces antiterroristes basé à Nassumbu est attaqué. 4 soldats burkinabés sont tués. Le 29 janvier, c'est le camp de l'armée basé à Pama, dans l'est du pays, qui a été la cible des terroristes. Alors, chers confrères, comment analysez-vous ces attaques contre les civils et des positions de l'armée dans des zones tout de même sous état d'urgence? Bourema. Oui, merci. Le premier constat qu'on fait, c'est que la tendance très activiste des terroristes, en tout cas depuis le début de l'année, s'est confirmée. Parce qu'il vous souviendra que depuis le début de l'année, notamment dès le 31, avec l'assassinat du chef de Yugo, avec tout ce qu'on a vu, il y a eu immédiatement après beaucoup d'attaques dans diverses localités du pays et qui ont occasionné des dizaines de morts. La seule période de trêve qu'on a constatée, curieusement, c'est la période de flottement où il n'y avait pas de gouvernement. On remarquera effectivement que durant toute cette période, depuis la démission du Premier ministre jusqu'à la nomination du gouvernement, il n'y a pas eu une seule attaque sur toute l'étendue du territoire. C'est comme si effectivement, peut-être que comme si les terroristes attendaient qu'on mette en place le nouveau gouvernement pour continuer à défier le gouvernement, à défier l'État pour montrer effectivement que, quelles que soient les dispositions qui sont prises, ils ont le terrain et qu'ils peuvent frapper là où ils veulent et quand ils veulent. Là n'est pas peut-être le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est l'absence, comme moi je l'ai dit, l'absence de réactions appropriées qui rassurent. Parce que, quoi qu'on dise, quand vous avez affaire à des groupes terroristes qui ont l'initiative du combat, ils vont toujours entreprendre de faire des choses tant qu'effectivement, ils sentent que le terrain est favorable à leur action. Maintenant, il faut effectivement qu'au niveau de l'État, on apporte la réponse. On espère que depuis la nomination du nouveau gouvernement, la nomination du nouveau chef d'état-major, il y aura toute l'organisation nécessaire effectivement pour apporter la riposte indispensable pour stopper cette escalade meurtrière des terroristes-là. Mais pour le moment, en tout cas, on ne voit rien qui rassure et on espère que la réponse serait pour très bientôt. Sinon, effectivement, l'ambition, ou du moins l'objectif de semer la terreur que les terroristes ont, effectivement, semble effectivement s'atteindre de jour en jour et la peur se lit sur beaucoup de visages au Burkina Faso, si bien que beaucoup de gens ont peur d'aller dans certaines localités. Voilà. Justement, il y a l'état d'urgence. Beaucoup, après ces attaques, se demandent si alors, les camps ou les bases de l'armée sont elles-mêmes attaquées. Est-ce qu'on peut encore comprendre cet état d'urgence qui est donc activé dans ces différentes c'est ça qui est curieux, parce que l'état d'urgence, effectivement, veut dire qu'on
demande aussi, ça dit les citoyens, ça donne plus de possibilités aux forces de défense et de sécurité de pouvoir se déployer à travers le territoire national, en tout cas dans les zones concernées par l'état d'urgence, et de pouvoir effectivement, chaque fois d'équipe besoin, pouvoir surveiller les mouvements suspects, interpeller les acteurs au besoin et faire les opérations de contrôle nécessaires. Malheureusement, on a comme l'impression que l'état d'urgence ne sert pas pour le moment à grand-chose parce que depuis l'instauration de l'état d'urgence, on n'a pas senti un changement significatif par rapport à la période d'avant l'état d'urgence. D'accord. Alors, Zumbara, est-ce que vous partagez un peu les analyses de Bourema? Oui, je pense que ce qu'il dit est tout à fait juste. Je pense que la situation sécuritaire aujourd'hui inquiète de plus en plus effectivement les Burkinabés. Mais je pense que cette recrudescence d'attaques terroristes est naturellement liée effectivement à la nature de la réponse que nous apportons à l'action terroriste. Parce que si la réponse est en deçà de l'acte terroriste, naturellement, cela ne peut qu'encourager les terroristes à exceller dans la commission des attentats terroristes. Et donc, je pense que c'est aussi une stratégie dont l'objectif n'est autre que de démoraliser les FDS, s'aimer davantage la cause auprès des populations et naturellement saper davantage le moral des nouvelles autorités qui viennent d'arriver. Et je pense qu'elles seront effectivement, ces nouvelles autorités, notamment celles qui sont en charge des départements de la défense de la sécurité, de comprendre cette situation et de prendre des mesures qui s'imposent. Je pense aussi que c'est l'occasion pour l'ensemble des citoyens de faire corps avec les FDS, parce qu'on a réclamé le changement. Effectivement, il y a eu un changement, et donc il ne s'agit pas de faire un changement et puis regarder. Parce que, comme le chef d'état-major général des armées même l'a dit, à eux seuls, ils ne pourront pas venir à bout du terrorisme, c'est une évidence. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut nécessairement qu'il y ait une collaboration étroite entre militaires, policiers, gendarmes, eaux et forêts, douaniers, GSP et population. Tant qu'il n'y aura pas cela, le Burkina ne sortira pas de l'aubaine. Maintenant, la question effectivement de l'état d'urgence se pose, c'est vrai. Mais on peut aussi se poser des questions. Est-ce que les mesures nécessaires ont été prises pour accompagner la décision de l'état d'urgence? En fait, c'est ça la réalité. Lorsqu'on décide de mettre en application l'état d'urgence, cette décision, elle doit être accompagnée de mesures fortes. Malheureusement, à mon avis, il n'y a pas ces mesures. Ces mesures font défaut. Et je pense que les anciens militaires, certains, le disent clairement que les mesures n'ont pas été prises, si bien qu'aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que l'état d'urgence n'apporte pas de résultats escomptés. Et ça peut se comprendre. D'accord, oui, Zumrana, on a vu que lors de ces attaques, il y a du matériel qui a été emporté, certains camps ont été incendiés, ça inquiète davantage. Oui, et si vous prenez le cas de Nassumbu, ça fait la deuxième fois, le 16 décembre 2017, je crois qu'il y a eu 2016, oui, il y a eu 12 militaires qui ont été tués et c'est le même mode opératoire. C'est un peu, si on était en plein désert, je dirais que c'est une guerre de réseau. En français, c'est-à-dire c'est une guerre rapide, on vient et puis rapidement on fait une razzia là et puis on s'en va. Et c'est la même, et puis c'est des casernements militaires, c'est-à-dire des gens qui sont aguerris, qui sont prêts à la riposte. Nassumbu et Kompienbiga, c'est la même chose. Donc, je pense que quand même, c'est grave. Et de plus en plus, il semble que les assaillants deviennent de plus en plus nombreux et ils viennent même avec, maintenant, ce n'est plus avec des armes légères, mais c'est avec des armes lourdes et même des véhicules. Donc, il y a quand même quelque chose à faire. Je ne sais pas, et c'est dans des zones où il y a l'état d'urgence. Est-ce qu'effectivement, comme l'a dit Zumbara, est-ce que les moyens ont accompagné ces camps? Mais j'ai entendu quelque chose, si c'est avéré, c'est gravissime, parce qu'on nous dit aussi que le renseignement a gagné un peu en galon. Or, il nous semble que l'attaque de Pama, de ce que j'ai entendu dire, j'espère me tromper, que le casernement de Pama là a été alerté qu'il y a des mouvements, il y a un mouvement qui venait vers le camp, et finalement, bon, le mouvement, ils ont même fait des exactions sur la route avant de parvenir au camp de Pama pour attaquer. Il semble que, bon, il n'y a pas eu de réaction. Vrai ou faux, mais si c'est avéré, c'est gravissime parce que quand même, quand on prévient une caserne militaire qu'il y a des ennemis qui viennent vous attaquer et
il n'y a pas de mesures qui sont prises, il n'y a pas de ripé. Ils viennent, ils arrivent à vous déloger, à raser, à brûler et à emporter le matériel et à s'en aller. Bon, je pense que quand même aujourd'hui, là, j'espère me tromper, c'est ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est le même mot, Nasumbu, en tout cas pour Kompienbiga, pour les casernes, c'est la même chose, c'est le même mode opératoire. Et je pense qu'on a un nouveau ministre de la Défense, on a un nouveau ministre de la Sécurité. Moi, j'attends leur méthode. Il faut, comme je l'ai dit plusieurs fois, rétablir la chaîne de commandement. Parce que souvent aussi, on entend que de plus en plus, bon, certains militaires réussissent à vraiment à aller au feu parce qu'ils ne sont plus prêts à le faire, parce que pour X raisons. Il faut étoffer davantage le renseignement et il faut aussi convier la population à coopérer avec les forces de l'ordre. Et ça, je pense qu'on pourra inverser la tendance. J'aurai le temps de revenir pour dire qu'aujourd'hui, il nous faut 40%. 30 à 40% de guerre et 60 à 70% de diplomatie souterraine. J'aurai le temps de revenir là-dessus. On va revenir, on va écouter Voukouma sur la question. Oui. Comme l'ont dit les confrères, ce qui est troublant dans ce qui se passe, c'est que les attaques frappent les camps militaires. Sur Pama, le détachement de Kompienbiga, le 29 janvier, nous avons publié une information selon laquelle l'enlèvement du véhicule de la Sokoma, c'est-à-dire que c'est des salariés de la Sokoma qui partaient à la Kompianga, oui. Donc ils ont été arrêtés et ils ont été dépouillés de leur véhicule. C'est ce véhicule-là qui a servi 2 jours après comme support pour frapper le camp de Kompienbiga. Pourtant, l'information a été quand même connue. Les salariés de la Sokoma, ils ont quand même répercuté l'information sur ce qui leur est arrivé. Donc, c'est assez troublant de voir que ces informations n'ont pas été traitées avec la gravité qu'il faut. Sinon, je pense que, comme l'a souligné aussi Dieudonné, on a eu aussi des informations selon lesquelles, effectivement, des alertes ont été faites sur un mouvement de gens inconnus qui se dirigeaient vers le camp. Et pourquoi rien n'a été fait? Pourquoi on n'a pas anticipé? Comment ça se fait que ces gens soient venus tranquillement frapper? Bon, heureusement, le bilan fait état officiel, fait état d'un blessé. Ce qui veut dire que, bon, peut-être qu'il n'y a même pas eu de combat en réalité. Donc, il y a eu désertion. Il y a quelque chose, voilà, on n'a pas, du côté des terroristes, on n'a pas de bilan. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on nous montre aussi des terroristes qu'on a assassinés, qu'on a abattus. Parce que, l'état-major a dit qu'il y a plusieurs assaillants qui ont été neutralisés. Oui, ça c'est sur le cas de Nassombo. Voilà, de nombreux terroristes ont été neutralisés. Ce que je veux dire, nous sommes aussi dans la guerre de l'information et de la psychologie aussi. Tout ce que nous disons ici peut être perçu comme une volonté de démoraliser les troupes sur le terrain. Nous avons besoin aussi de temps en temps de voir les victoires de notre armée, de voir qu'ils font quelque chose. Et que quand il y a des résultats, qu'on nous montre. Comme Rayongo. Rayongo a donné du baume au cœur au Burkinabé. Parce que effectivement, ça, pour les troupes, ça donne le moral. Pour la population aussi, ça donne confiance que les autorités font quelque chose. Mais on ne peut pas se contenter encore, on ne peut plus se contenter de communiquer que publie l'état-major sans nous donner vraiment des résultats. Dans le contexte actuel, ce n'est pas souhaitable. Donc, que vont faire les autorités, les nouvelles autorités? On attend de voir, parce que c'est vrai que jusque-là, tout le dispositif n'a pas fonctionné, à l'évidence, puisque les attaques ont continué. Il y a eu toujours des assassinats, des enlèvements. Donc, que va faire le chef d'état-major des armées? Quel est le dispositif qu'il va mettre avec le ministère de la Sécurité? Quelqu'un qui est, en tout cas, reconnu comme une expertise dans le renseignement. C'est ça qui est fondamental aussi. Je venais parler de la collaboration avec les populations. Oui, moi je veux bien. Mais il faut déjà qu'on sécurise parce que dans la zone de l'Est, des terroristes viennent dans les maquis, enlèvent des gens et vont assassiner. Parce qu'ils les ont filés, ils ont su que ce sont eux qui donnaient des informations
aux forces de l'ordre. Donc, il faudrait bien que tout ça, on prenne aussi quelques précautions pour protéger les informateurs. D'accord, alors Bourema voudrait réagir. Oui, si les deux cas de Nassumbu et de Compiègne-Biga, commençons par Nassumbu. C'est quand, effectivement, comme l'a dit Dieudonné, a été attaqué en 2007. 2 ans après, on attaque le même camp. Et ce qui est curieux, c'est que sous état d'urgence, des centaines, on parle de 300 assaillants, peuvent venir jusqu'au camp, pouvoir attaquer au camp sans que des dispositions ne puissent être prises. Moi, je voudrais bien qu'on me rassure que dans un pays suffisamment organisé, avec une armée et des forces de défense suffisamment organisées, dans une zone de guerre comme le Sahel, 300 personnes puissent faire autant de mouvements, puissent faire mouvement sur une caserne sans qu'on ait pu les intercepter avant qu'ils n'atteignent leur objectif. On veut bien croire effectivement que les gens font des efforts, mais qu'on nous comprenne aussi quand on dit, quand nous avons le sentiment qu'il y a eu faillite quelque part. Faillite du côté des renseignements parce que même 300 personnes, ça ne peut pas passer inaperçu. Au moins, au niveau des renseignements, on aurait pu sonner l'alerte. Deuxième chose, on dit même dans la réaction, il a fallu, les gens ont attendu pratiquement la fin des opérations pour demander aux forces Barkhane de nous aider. Quand on dit que les hélicos et un avion c'était Inata, non? Non, même à Nassumbu. Quand les forces Barkhane arrivent autour de 13h, on ne sait plus qui est terroriste et qui n'est plus terroriste. Les gens se sont fondus dans la nation, dans la nature et dans la population. Tout le monde a disparu. Donc, en fait, on a fait perdre du temps à nos partenaires. Ils ont décollé pour ne pas réagir parce qu'ils ne pouvaient plus en ce moment. On ne peut pas comprendre qu'une opération se déroule de 5 heures et c'est finalement en plein milieu de la journée qu'on demande secours. Ça pose un problème. Et ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation aussi au niveau des forces de défense et de sécurité. C'est Compiègne-Biga. Oui. Pour terminer rapidement sur ça, on va pas, ça dit, beaucoup l'a dit, quand des terroristes prennent un véhicule et que vous avez des casernes ou des dispositifs sécuritaires dans les parcs, vous savez que ces gens, ils vont attaquer. Mais ça dit, on est surpris que malgré les alertes, parce qu'effectivement, il y a même, Dieu de nous parler des informations, il y a un son qui circule sur les réseaux sociaux qui dit effectivement que l'alerte a été sonnée les 30, ça dit avant, 24 heures avant qu'on attaque. Donc, quels sont les dispositifs qui ont été pris? Est-ce que les dispositions qui ont été prises, est-ce que les dispositions ont été prises dans le sens de demander aux éléments qui sont dans la caserne de libérer les lieux pour ne pas subir des pertes, ou bien il y a des dispositions offensives qui ont été prises? On est en droit effectivement de se poser des questions. Est-ce qu'on s'est retrouvé dans une dynamique de désertion ou bien dans une dynamique de mobilisation des renforts pour aller à l'offensive? D'accord. Alors, dans tout ce contexte, est-ce que vous pensez, on va peut-être revenir sur la question de Zungrana, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Est-ce que nous avons les moyens militaires, en tout cas, de faire face à ce terrorisme qui nous attaque? Moi, j'ai la faiblesse de croire que nous avons des moyens militaires. Je pense que chez nous, c'est moins une question de moyens que d'organisation. Parce que quand vous prenez nos éléments, dans aucun pays, ils n'ont en tout cas été considérés comme des lâches ou comme des soldats qui ne sont pas bien formés. Ils ont toujours été félicités lors des différentes opérations, même si ces opérations, dans la plupart des cas, relèvent de maintien de la paix. Mais c'est pour dire que nous avons des hommes valeureux. Maintenant, entre un soldat valeureux et le chef qui prend la décision, il y a effectivement un fauché. C'est ça le vrai problème ici. Quand on dit que l'alerte a été donnée et que les gens n'ont pas réagi, ça veut dire que ce n'est pas les soldats qui sont sur le terrain qui sont mis en cause. C'est le chef qui doit donner la décision d'attaquer et comment il faut le faire. C'est surtout ça le vrai problème. Donc je pense qu'on a un problème à ce niveau et tant qu'on ne va pas résoudre ce problème, effectivement, ça sera extrêmement difficile. Je pense que les services de renseignement font vraiment leur travail. Bon, naturellement, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut travailler effectivement à corriger. Sinon, ça sera difficile. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des militaires bien armés sur le terrain, mais il s'agit également de travailler à ce qu'il y ait l'union sacrée au sein du pays. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il y a tellement de problèmes sociaux, par-ci, par-là, et lorsque c'est comme ça, les gens ne parlent pas le même langage. Ça veut dire forcément que les terroristes bénéficient des complicités internes. Et tant qu'on ne va pas démasquer ces gens et les punir, mais la situation va perdurer. Regardez quand il y a mort d'hommes, ou en tout cas quand les djihadistes attaquent, etc.,
Il n'y a rien après, on fait un petit communiqué, après il n'y a rien. Alors que logiquement, on devait ouvrir une enquête. On nous parle toujours d'enquête, mais on ne nous a jamais dit qu'est-ce que l'enquête a donné comme résultat. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quel chef n'a pas donné, n'a pas joué son rôle? Il faut le sanctionner. Et tant qu'il n'y aura pas de sanction, et tant que la situation va rester telle, je vous assure qu'on ne pourra pas évoluer. D'accord. Alors, Ofokouma, est-ce que vous partagez l'avis de Dabadi sur ce point? Oui, je partage totalement ce qu'il vient de dire. La sanction a une double fonction. C'est-à-dire on sanctionne quelqu'un qui a failli à son devoir, et puis aussi ça donne aussi aux autres aussi une alerte pour dire que voilà ce qui pourrait vous arriver si vous commettez la même bêtise. Dans le contexte actuel, oui, on a besoin de résultats. Quand on vous met à un poste aujourd'hui, là, on a besoin de résultats. Les résultats, c'est que les attaques cessent sur l'ensemble du pays, que la population retrouve la quiétude, que tout le monde puisse aller et venir là où il veut, comme avant, dans la sécurité. Et aujourd'hui, quel que soit le poste où tu te trouves, c'est le seul, la mission principale, c'est ça. Et si tu n'es pas capable le maillon faible de la chaîne, il faut l'enlever parce qu'on ne peut plus jouer des amitiés ou des relations de complaisance. Non, la situation, nous sommes dans une situation grave, nous sommes dans une situation de guerre. Une guerre contre des gens on dit asymétrie qu'on ne voit pas, mais on les voit maintenant. Je veux dire, les différentes attaques nous montrent quand même des gens, ce n'est pas des fantômes, c'est des gens qui viennent, qui attaquent, qui replient, on sait où ils sont venus, où ils replient, et comme sur Nassumbu, c'est quand même assez frappant que 300 personnes fassent un mouvement et que cela passe totalement inaperçu de l'état-major ou en tout cas du détachement qui est dans la zone. Donc aujourd'hui, je pense que les responsables qui vont être nommés aux différents postes devront avoir quand même la conscience de la gravité de la situation et de la responsabilité qui est la leur. Alors pour rester sur ça, est-ce que justement l'action militaire seule pourra permettre donc à l'État burkinabé ou aux forces de défense et de sécurité de faire face à l'évidence, non. Le chef d'état-major l'a dit lors de sa prise de fonction. C'est évident qu'on ne peut pas... C'est pas seulement militaire. Il y a le renseignement, il y a la collaboration. Il y a la collaboration. Voilà, qui est peut-être nécessaire. Alors, Dieudonné Zoungrana parlait de diplomatie souterraine. Faut-il aller un peu dans ce sens? Bon, oui, tous les moyens sont bons, mais à condition qu'il n'y ait pas trop de compromission. Voilà, parce que après, ça rejaillit encore sur... ça peut encore réagir sur nous, rejaillir sur nous. Donc, tous les moyens sont bons, les moyens militaires, des moyens non militaires, des discussions, des rencontres avec des leaders, diplomatie souterraine. Ça se fait dans tous les pays. Maintenant, jusqu'où il faut aller et jusqu'où il ne faut pas y aller, bon, ça, je ne sais pas dans le secret des lieux. Oui, bon, vous m'avez coupé, bon, donc j'ai perdu. Mais je disais qu'au stade actuel, pour moi, je reviens, de toute façon, c'est une idée à laquelle j'attache du prix. Il faut concomitamment à l'action militaire, je dis, il faut 40% aujourd'hui d'action militaire et 60 à 70% de diplomatie souterraine. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, le fantôme est dans la maison. Comme dit les mots, c'est Kim Rouen. Le fantôme est dans la maison et ça, de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Je ne dis pas, comme je l'ai écrit dans l'édito, de ranger les fusils dans les râteliers. Il faut les sortir, il faut guerroyer. Mais le tout-guerre aujourd'hui, je reste dubitatif en tout cas sur son issue, en tout cas à court ou moyen terme. Aujourd'hui, le chef de l'État doit être en mesure. Comme disait Ouad, les gens, mais Ouad a dit un jour, mais vous dites qu'un président de la République, vous savez ce que c'est qu'un président de la République, s'il décroche son téléphone, ce qu'il peut faire. Le chef de l'État burkinabé aujourd'hui doit pouvoir prendre son avion ou bien en cortège, disparaître toute une nuit ou bien une journée avec 2 ou 3 collaborateurs sans qu'on ne sache où il est parti pour aller prendre langue. Parce qu'on nous dit quoi? Si ce sont des terroristes, il doit pouvoir trouver le fil d'Ariane pour aller prendre langue avec ces gars. Et puis, comme je dis, qu'on se comprenne, mais pas de compromission. Parce qu'on dit quoi? Avant, quand on dit non, les terroristes étaient là, Blaise avait vendu le pays de Pont Cyniquement. Je ne parle pas de compromission. Ce n'est pas immérité de dialoguer
avec un adversaire. Aujourd'hui, en Algérie, je viens de finir, en Algérie, ça s'est fait. La Mauritanie, ça s'est fait dans beaucoup de pays. Si, deuxième cas de figure, qui n'est pas aujourd'hui une hypothèse d'école, si ce sont des gars du RSP ou bien des militaires en rupture de banc avec nos forces, avec notre pays, oui. Mais on doit pouvoir aussi dialoguer avec ces gars-là et puis dire voilà, qu'est-ce que vous voulez. Parce que quand on dit un compromis ou bien c'est un accord minimum. On ne dit pas de... Est-ce que quand même Roch voulait aujourd'hui vendre le pays, je pense que le Burkina de Blaise n'est plus le Burkina de 2019. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je ne dis pas de permettre, je l'ai dit ici une fois. Mais les gens retiennent toujours compromission. Mais aujourd'hui, entre ça, si je suis un président de la République, parce que c'est ça aussi, Roch aujourd'hui doit prendre vraiment son courage à deux mains et payer de sa personne, au propre comme au figuré, pour prendre langue avec ces gars. Parce que ces gens qui nous attaquent là, que ce soit des terroristes ou bien des militaires, ce ne sont pas des hordes acéphales ou bien abouliques, en français facile, c'est-à-dire ils ne sont pas sans chef ni sans méthode. Ils ont quelque part des gens qui les commandent et ils agissent avec méthode, vous voyez, c'est méthodique. Donc quand même, c'est des gens organisés. On doit pouvoir prendre langue avec eux et dire, qu'est-ce que vous voulez? Je l'ai dit ici. Pourquoi ces gars nous attaquent? Pourquoi ces gars nous attaquent? On ne sait pas d'abord. Au Mali, ils nous attaquent ils attaquent le Mali pour la zone de l'Azawad. Ils veulent la région. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, c'est parce que l'ancien pouvoir n'est plus là. Ils ont perdu leur prébande, leur passe-droit qui nous attaquent. Mais qu'on est vers eux et dit, bon, ok, en contrepartie, qu'est-ce que vous voulez? Jusqu'à pour ne pas franchir une ligne rouge, comme l'a dit Vokuma. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut 70% de diplomatie souterraine. Sinon, ça va être difficile. D'accord. Très rapidement, réaction. Oui. Dabadi. Je pense qu'effectivement, en matière de guerre, il faut effectivement avoir plusieurs fers sur le feu, mais il faut aussi reconnaître que pour négocier, il faut avoir quand même un interlocuteur visible, qui a des exigences ou des revendications. Mais il se trouve que quand vous prenez les attaques au niveau du Burkina, pratiquement 90% de ces attaques ne sont pas revendiquées. On ne sait pas qui est derrière. Vous allez négocier avec qui? Sinon, il y a des attaques, par exemple, qui sont revendiquées, par exemple, par le GSM ou bien Albi Mouratoun, etc. Là, on peut effectivement peut-être négocier, si cela même est encore possible. Mais ça dépend. Si on vous dit, bon, c'est parce que l'armée française au Burkina qu'on vous attaque, c'est parce que vous êtes au Mali qu'on vous attaque, vous allez négocier quoi? Donc, je pense qu'ici, on est dans une situation où, effectivement, il faut travailler à identifier d'abord celui qui est derrière ces attaques. Une fois qu'on aura identifié ces derniers, on peut maintenant comprendre ses motivations. Tant que cela n'est pas fait, si vous dites vous allez négocier, mais vous allez négocier quoi? Mais qu'est-ce sur la base de qu'est-ce quoi? que nous dit aujourd'hui que le pouvoir en place là n'est pas... Mais un pouvoir qui prétend gouverner un pays, s'il n'est pas capable de trouver le fil d'Ariane pour savoir quels sont ceux qui les attaquent, bon, je pense que... oui, non, c'est pas... Mais en réalité, chaque fois on dit il nous attaque, il fuit vers le Mali. Oui, arrêtons cette comédie-là. Non, il faut quand même... Si un pouvoir n'est pas capable de débusquer qui sont derrière les ASEAN, chaque fois, ce n'est pas une fois, deux fois, il y a un grave problème quand même. Mais vous savez comment les terroristes sont organisés? Oui, il n'y a pas de chef. Oui, il n'y a pas de... Non, moi je ne crois plus. Non, il n'y a pas de chef. Il y a des groupes. Il y a des groupes. Mais même malgré ça, ils ont des seigneurs, ils reçoivent. Non, ces gars ne peuvent pas agir comme ça au pif. Moi, je ne crois pas. Ce n'est pas une organisation pyramidale. Oui, pas pyramidale, mais ils ont des gens, ils ont des... Ils peuvent décider. Voilà, donc on va lui donner la parole à Bourema pour finir sur le sujet. Je crois que personne ne compte la négociation. En fait, à partir du moment où effectivement négocier peut nous permettre de trouver la solution, tout le monde est d'accord. Mais ce qu'on dit, c'est que quand on est dans des dispositions où c'est la guerre qui est déclarée, effectivement, il faut faire la guerre. Maintenant, à la guerre, il y a effectivement les armes, mais il y a des négociations. On peut combattre tout en négociant. Mais quand on regarde que dans le combat, même dans la négociation, la question de... Non, même dans le combat, même dans la négociation, les rapports de force comptent pour pouvoir discuter avec l'autre. Tant que l'autre se sent en position de rapport de force, vous ne pouvez pas discuter avec lui. Il ne va pas céder. C'est à nous, effectivement, de prendre le dessus, du point de vue le plan militaire, et de montrer aussi que, même si on a le dessus sur le plan militaire,
on est capable de négocier parce que nous ne sommes pas pour la guerre pour la guerre. C'est ça la question de fond. Vous ne pouvez pas vous lever dans une position où les gens viennent vous attaquer et répartir. Et vous avez dit quelque chose qui est peut-être très grave. Si effectivement, dans l'étape actuelle, l'État, le gouvernement sait qui est derrière ces attaques et que pendant 3 ans, on n'a rien fait, ça veut dire c'est extrêmement grave. Ce gouvernement n'a pas sa place à la tête de notre pays. Il doit chercher à savoir qui est derrière. Non. Sinon, Je suppose. Un pays gouverné, on ne peut pas. Et c'est depuis 3 ans que ça dure. Je viens. Oui. Non, ça fait 3 ans que ça fait 3 ans quand même que le pays est attaqué. Et on voit, quand Cappuccino, ça a été revendiqué. Et Aziz Istanbul, ça n'a pas été revendiqué. Oui. Et l'état-major et l'ambassade de France, ça a été revendiqué. Nassumbu, première attaque, ça a été revendiqué. Toyeni, ça a été revendiqué. Exactement. Mais tout le reste là n'est pas revendiqué. Oui. Mais est-ce que aujourd'hui, non, parce que le problème de fond qu'on pose, l'État, lisons les communiqués de l'État ou de ses différents démembrements suite à cette attaque, des individus non identifiés à moto. Mais c'est ça qui est extrêmement grave. Parce qu'on ne peut pas pendant 3 ans... On ne peut pas supposer que ce sont ceux qui ont revendiqué qui continuent de frapper le pays. Mais on voudrait... peut-être... Mais c'est pour ça qu'ils revendiquent. C'est pour ça aujourd'hui, Bourema... Excuse-moi, pourquoi ils vont faire des revendications sélectives? C'est ça qui pose problème. Est-ce que nous, aujourd'hui... Non, mais ce que je suis en train de dire... Oui, attends, dans les pays sérieux, quand on attaque les Bataclan, quelques 3 mois après, on a toutes les informations, non seulement si les enseignants, mais si aussi les commanditaires, les réseaux, tout ce qu'ils ont pu faire, aller même jusqu'à remonter jusqu'en Belgique pour faire arrêter. C'est ça aussi, on ne demande pas d'avoir, on n'a pas les mêmes moyens que la France, que la Belgique, mais on doit pouvoir fournir les mêmes efforts que ces États, parce que ici, ce qui pose problème, on a comme l'impression que nous ne fournissons pas l'effort. Oui, mais dire ça, mais pourquoi ils nous attaquent alors? Ça, c'est la grande question. Pourquoi ils nous attaquent? Et moi, je maintiens que depuis 3 ans, c'est le même mode opératoire, c'est la même manière. L'État doit pouvoir, c'est ça je dis, un État, donc on n'est pas gouverné, un État doit pouvoir quand même percer ce mystère-là. Vous dites que, vous dites qu'il y a des gars en moto, c'est pour ça qu'on parle de gars actifs. Mais tous ces gars qui viennent comme ça et qui font une guerre éclair, qui s'envoient là, qu'est-ce qui prouve que peut-être que ce n'est pas les mêmes djihadistes qui ont changé, ou bien c'est des militaires en rupture de banc. C'est ça notre État doit chercher à savoir, et puis s'ils veulent vraiment dialogue. Et je ne suis pas d'accord qu'on doit prendre la suprématie sur ces... Si on gagne le dessus, pourquoi négocier encore? C'est quand on négocie... Oui, laissez-moi. Quand on négocie là, quand on négocie, ce n'est pas parce qu'on est en position de force ou chose. On peut être en position de faiblesse et puis, d'autant plus que moi aujourd'hui, on a revendiqué. Mais pourquoi cette revendication-là, pour Nassumbu et autres là, mais pourquoi ils nous attaquent? Pourquoi? Non, mais là, c'est clair. Pourquoi ils nous attaquent? Pour moi, aujourd'hui, vous avez répété ce que j'ai dit. Pour moi, il faut concomitamment à la guerre, mais de moins de guerre et plus de diplomatie souterraine. Moi, c'est ça ma position. Réaction. Il a cité le cas de l'Algérie. Oui. Mais l'État algérien a pris le dessus sur le groupe, et c'est les groupes résiduels qu'il a dit. Maintenant, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Le Front islamique du Salut et tous ces démembrements-là ont été pratiquement réduits à néant. Il y a eu quand même 152 000 morts en Algérie. Et c'est parce que ces groupes se sont sentis en position de faiblesse et que l'État a offert une possibilité de négociation qu'ils ont saisi. C'était une bouée de sauvetage pour eux. Aujourd'hui, si nous devons négocier avec ce qui se passe, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a, que les terroristes frappent où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et qu'en face, il n'y a pas de réaction. Vous allez négocier quoi? Et puis, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent, puisqu'ils ne revendiquent pas. Tout ça, c'est l'État. Quand vous citez l'Algérie, quand on a décapité le fils, mais ce qui s'est passé après, ce n'est pas seulement après les élections où le fils a été majoritaire, ce n'est pas ça. Après ça, il y a eu tous ces Agali, Bahanga qui ont fait, et l'Algérie était obligée de négocier avec ces terroristes-là, et même jusqu'à présent, vous savez que Yagali, c'est où il a trouvé refuge. Donc on a décapité le fils, mais ce n'est pas ça qui a permis à l'Algérie de négocier.
Non, ce n'est pas ça. Alors, on va mettre un terme à ces débats parce que nous sommes très pris par le temps. Il y a 3 autres sujets qui nous attendent sur la table. On aura l'occasion peut-être de revenir ultérieurement sur ces débats sur la sécurité. On laisse beaucoup plus de temps pour débattre de cette question parce qu'elle est très, très importante pour notre pays en ce moment. Alors, vous le savez, c'est dans ce contexte que le ministère, en tout cas de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, a procédé le mardi 29 janvier dernier à la remise d'une subvention de 500 millions de francs CFA aux 6 partis politiques arrivés en tête à l'issue des dernières élections au Burkina. Alors cette subvention qui entre dans le cadre du financement des activités hors campagne des partis politiques est légale, mais elle a tout de même soulevé une polémique. D'aucuns pensent que dans un contexte sécuritaire aussi grave, cet argent aurait pu servir à l'achat d'équipements ou de matériel pour les forces de défense et de sécurité. Qu'en pensez-vous? Oui, enfin, bon, personnellement, c'est un débat qui me paraît ridicule. C'est une loi qui a été votée et cette subvention a été versée depuis plusieurs années sans que ça ne suscite autant de boucans que cette année. Ce qui pose question, c'est pourquoi cette année la subvention l'a fait du bruit. Pourquoi cette année? Alors, les arguments, je me fais l'avocat du diable, c'est que dans la situation où nous sommes confrontés à une guerre asymétrique, on en parlait tout à l'heure, alors les forces de défense et de sécurité ont besoin de moyens. Prendre 500 millions donnés aux partis et formations politiques, l'argent aurait pu servir à autre chose. Oui, mais dans ce cas, il faut prendre toute la subvention versée aux syndicats, à la presse, aux ONG, voilà, je veux dire, on n'a qu'à prendre tout le budget du Burkina et puis mettre dans la question de sécurité et de défense. Bon, je pense que c'est un débat qui n'a pas de pertinence. C'est vrai que des gens peuvent voir ça comme des dépenses inutiles dans un contexte... mais on parlait de renseignement et de cohésion sociale. Mais les partis politiques aussi contribuent à ça. Ils participent à ça. D'une certaine manière, leurs militants aussi sont dans la guerre. Ils participent aussi de la guerre. Donner des renseignements, ça peut amener aussi un militant politique, d'une certaine manière aussi, à collaborer. Et puis, je ne suis pas sûr que si on supprimait cette subvention-là, on allait reverser automatiquement les 500 millions à l'armée. Qu'est-ce que ça aurait apporté? Pas grand-chose. Ok, on écoute Bourema sur la question. Oui, mais je partage l'avis de Vokuma parce qu'effectivement, nous on aime les débats des caniveaux. Les débats qui ne sont pas importants, en fait, c'est ça qui fait la... Et puis, les gens sont devenus très polémiques au Burkina Faso. C'est aussi des questions éminemment inutiles. Parce que quand... Moi, effectivement, moi, j'aurais compris qu'on se plaigne de la façon dont les politiciens utilisent, les partis politiques utilisent cette subvention. Parce que c'est dédié, parce qu'ils ont quand même des missions, des obligations constitutionnelles reconnues par la Constitution. Comme nous disent effectivement que les partis politiques prennent la subvention, mais ne font pas le travail qui est prévu pour la subvention, là, effectivement, il y a débat de fond. Parce que à partir du moment où c'est inscrit dans la loi, où c'est prévu effectivement qu'il faut, chaque année, reverser 500 millions à tous les partis qui ont obtenu au moins 3% des voix à la dernière élection, ça pose problème. Là où les Burkinabés doivent se plaindre, pourquoi c'est seulement 6 partis, si la centaine seulement qui ont obtenu 3% de voix? On doit aussi se poser des questions sur ça. Parce que quand on regarde que l'IPC a eu 129 millions, les MPP autour de 250 millions. MPP 218 millions, UPC 129 millions, CDP 83 millions, NAFA 26 millions. Ça donne l'impression effectivement que les principaux partis connus se sont partagés l'argent du peuple. C'est le peuple qui a décidé que ces principaux partis, ce sont soit ces partis-là qui aient au moins 3%, parce que c'est eux qui ont voté. Il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Si effectivement on estime que les subventions aux partis politiques ne sont pas normales et ne doivent pas être faites dans notre pays, qu'on reçoit toutes les subventions aussi, y compris la subvention à la presse privée, parce que si on parle, les gens vont dire c'est parce que nous aussi nous recevons une subvention que nous défendons cette subvention, mais c'est parce que c'est inscrit dans les textes et qu'il faut travailler. Moi je pense qu'il faut qu'on se dise honnêtement les choses telles que ça, parce qu'il n'y a pas que les partis politiques qui sont subventionnés.
Nous aussi, au niveau de la presse privée, on reçoit une subvention de 400 millions par an. Contrairement à ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux. On est une centaine. Voilà. Bon, personne, c'est vrai qu'au niveau de la presse, personne n'arrive à avoir 10 millions. Le plus gros, c'est autour de 7 millions. Par organe. C'est rare qu'il y ait un organe qui atteint. En tout cas, moi, au cours des 10 dernières années, je n'ai pas vu un seul organe qui a obtenu 8 millions. Non, il y a 8 millions, je crois, en 2015. Mais en dehors de ça, c'est vraiment le plus gros montant. Sinon, effectivement, mais c'est parce que chez nous, c'est 400 millions pour autant d'organes. Oui. Ben, au niveau des partis politiques, c'est hiérarchisé en disant que c'est seulement les partis politiques qui ont eu 3% aux élections. Donc c'est normal que la cagnotte soit élevée parce qu'on n'a pas beaucoup de partis politiques qui peuvent avoir. Mais il n'y a pas que la presse et les partis politiques. Il y a les syndicats. Il y a aussi des ONG reconnues d'utilité publique. Il y a beaucoup de structures qui reçoivent des subventions de l'État. Oui. Et si effectivement on estime que dans le contexte du Burkina Faso, chacun doit se débrouiller dans son secteur et ne pas attendre quelque chose de l'État, je crois que ça doit être une disposition globale. Voilà, une disposition globale. Au moins pour une fois, rendons justice aux partis politiques. Oui, non, je pense que c'est un débat éculé. C'est un débat éculé. On est au Burkina, on est tellement pauvre que quand on entend des millions, bon, chacun sursaute, voilà, c'est les voleurs de la République. Bon, ils sont... Mais je pense qu'ici, vraiment, c'est un débat, c'est ce que j'appelle le niveau degré de débat, quoi. Parce que le décret, l'article est clair. Je crois que c'est la loi 1364 du 20 novembre 2015, et la loi est claire. Puisque en son article 11, c'est stipulé que ces subventions hors campagne-là, c'est pour la formation, pour les reportages, pour les médias, c'est pour l'édition de livres, c'est bien défini. Donc, bon, mais on est vraiment dans un pays pauvre où, quand on entend même 1 million comme ça, les gens sursautent, bon, donc on se dit, ah voilà, on prend l'argent du peuple et on distribue. Donc, bon, il faut que les Burkinabés quittent dans ces débats inutiles-là. Bon, parce que la Misana vraiment il avait vraiment résumé. Il dit que les voltaïques à l'époque ne sont pas pauvres d'argent, mais ils sont pauvres d'esprit, la sécheresse d'esprit. Et vraiment, ce président-là, il avait vraiment résumé, et des voltaïques au Burkinabé, on n'a pas tellement évolué. On est tellement pauvres que souvent, pour un rien, on se voit, 500 millions. On voit déjà ça, et comme dit l'avocat, donc on n'a qu'à prendre tout et puis on met dans la sécurité, et puis bon, voilà, la fonction publique va s'arrêter, tout va s'arrêter, on met dans l'armée et puis c'est fini. Pendant qu'on y est. Effectivement, c'est juste, la démocratie a un coût. Alors si nous voulons que les partis politiques jouent les partitions dans l'ancrage démocratique, il faut bien effectivement leur fournir des moyens de pouvoir le faire sur le terrain. Et effectivement, comme on l'a dit, la subvention accordée aux partis politiques est inscrite dans les textes. Et donc, ce n'est pas une dépense qui a été effectuée de façon irrégulière. Ça veut dire que c'est une dépense normale. Peut-être que ça heurte la sensibilité de certaines personnes parce que ça intervient dans un contexte où on demande à chaque Burkinabé de faire des sacrifices. Au niveau des régions, les gens cotisent pour donner, il faut soutenir l'effort de l'ordre. Mais encore une fois, je pense que ça ne devrait pas pousser des gens à dire qu'il ne faut pas... Voilà, dans la mesure... Ah oui, bien sûr. Parce que dans la mesure où ceux-mêmes qui nous dirigent n'ont pas renoncé à leurs privilèges, je ne vois pas pourquoi il faut supprimer la subvention. Et comme certains l'ont dit... Je pense qu'il y a un comité qui a été mis en place en Conseil des ministres passé pour réfléchir sur la réduction du train de vie. C'est encore des réflexions, on n'est pas encore dans l'action. Donc en attendant... Juste pour ajouter, tout le monde se plaint qu'il y a trop de partis politiques dans notre pays. Et c'est vrai. En tout cas, moi, je le déplore. 150, 200 partis politiques, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Il faut quand même quelques blocs idéologiques, politiques idéologiques devraient suffire pour que n'importe quel militant trouve son compte dans ces différents blocs-là. Et si cette façon de procéder peut aider à assainir un peu la vie politique, parce qu'on parle de la formation des militants, mais vous avez des partis politiques qui n'ont même pas de siège, qui ne peuvent pas mener une activité normale. Pour même obtenir la subvention, il faut déjà
organiser son congrès de façon régulière, avoir un siège, tout. Il y en a qui ne peuvent pas le faire, Donc, mais je crois que le MATD a essayé un peu de faire ce tamis, en annulant le récépissé. Mais vous voyez que chaque jour, il ne se passe pas 2 mois sans qu'un parti ne se crée. C'est ridicule. Mais à contrario aussi, vouloir légiférer en la matière en disant, on veut qu'il y ait... l'État ne peut pas imposer, c'est aux partis politiques de s'organiser, même se retrouver en bloc. Et puis, vraiment, qu'on y ait 3 ou 4... Sinon, il n'y a pas 200 000 projets de développement pour le Burkina. C'est ça aussi le problème. D'accord, oui, dernière réaction. Non, très rapidement. En fait, c'est vrai que le débat qu'on a, on pouvait... Moi, j'aurais compris, effectivement, si on était dans une disposition d'interpeller les militants s'organisaient dans les partis respectifs pour interpeller les partis pour voir quelle contribution les différents partis, effectivement, qui ont bénéficié de ces subventions peuvent apporter, effectivement, au financement, comme ce que les autres font. Mais en fait, les gens se mettent en dehors des partis politiques, critiquent les partis politiques, mais tout le monde sait qu'en matière de dévolution de pouvoir, c'est les partis politiques qui sont, même s'il y a les candidatures indépendantes aujourd'hui, tout le monde sait aujourd'hui que pour l'essentiel des différents postes électifs, c'est les partis politiques qui se les disputent. Et les mêmes militants, les mêmes acteurs qui critiquent sont les mêmes quand ils veulent s'engager, quand on va vers eux pour solliciter les suffrages, ils ne veulent pas s'engager gratuitement. Mais ils veulent que les partis trouvent l'argent où? Qui se compromettent ou bien s'engagent dans des pratiques illicites. Les militants ne cotisent pas. Ici au Burkina, les militants ne cotisent pas. Les militants veulent que les partis leur apportent de l'argent. Alors, on a tous compris vos différentes positions sur ce sujet. On va parler du 3e sujet de cette émission. Il s'agit de la grève des GSP. Depuis plusieurs mois maintenant, une grève des gardes de sécurité pénitentiaire paralyse le fonctionnement de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou et bien sûr le système judiciaire avec. Le 29 janvier dernier, le syndicat des avocats du Burkina Faso s'est exprimé sur le sujet, qui a pour conséquence donc la suspension des audiences correctionnelles dans les palais de justice. Alors, quel commentaire très rapidement vous inspire ce blocage né du bras de fer entre le syndicat des GSP et le gouvernement depuis le 22 octobre 2018 d'Abadi? Moi, je pense que c'est un bras de fer qu'il faut déplorer, parce que dans un pays où le défi sécuritaire pose comme la première priorité, il faut éviter effectivement qu'un secteur aussi stratégique comme celui du pénitentiaire soit confronté à de telles difficultés. Quand vous faites le tour un peu, généralement c'est en prison qu'on arrive à avoir certaines informations en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Vous avez ces prisonniers qui n'arrivent pas à dormir la nuit, vous avez ces prisonniers qui échangent entre eux, ils lâchent des petits mots, et c'est sur le terrain. Ah bien sûr, et c'est grâce à ça qu'on va sur le terrain. Même Ben Laden, c'est parti d'une prison. Mais si effectivement on laisse perdurer la grève dans ce secteur, et moi je pense que c'est quand même dommage. On a cru peut-être en révoquant les 10 GSP, on allait mettre fin à la grève. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça témoigne du fait effectivement que, comme on l'a dit, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la tension. Et ici, je pense qu'il faut travailler effectivement très rapidement à trouver effectivement un compromis. Parce que les conséquences sont assez énormes. Oui. Non seulement pour la République, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les audiences correctionnelles sont suspendues. Il y a les transfèrements qui ne sont plus possibles aujourd'hui parce que, effectivement, cette grève depuis des jours. Vous avez ces détenus également qui subissent des préjudices. Un prisonnier qui devait être libéré dans 3 mois, mais si effectivement il y a un problème, ça veut dire qu'il va prendre plus de temps. Et je pense qu'il faut vraiment que des solutions idoines soient trouvées. L'affaire effectivement est déjà en jugement, ce qui concerne le volet concernant les licenciements. Oui, ça veut dire que dans le problème, on a créé notre problème. Alors donc ça vient rajouter à la liste des revendications. On voulait le départ du DG, du directeur général. Aujourd'hui, il est question effectivement d'annuler encore cette question de révocation. Donc on augmente le nombre de problèmes et finalement c'est un secteur qui se retrouve pratiquement paralysé. D'accord, oui, Bourema. Non, moi je crois que cette affaire-là aussi, la grève des GSP, là, il y a quand même une irresponsabilité quelque part de l'État parce qu'un pays normal ne peut pas se permettre d'avoir comme on appelle, toute l'institution judiciaire bloquée pendant des mois sans réaction, sans alternative. Sans rentrer dans les détails de qui a raison, qui a tort entre les GSP et l'État, la responsabilité de l'État et du gouvernement se situe au niveau justement où il y a blocage et que
aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison, qui sont peut-être innocents, qui attendent un procès depuis longtemps, qui ne peuvent pas avoir ce procès parce que les esprits sont en grève. Il y a d'autres qui sont peut-être, qu'on devait peut-être inculper, parce qu'on dit aujourd'hui, c'est très difficile de mettre quelqu'un en prison ou de faire sortir quelqu'un en prison. Ça, c'est extrêmement grave. Dans quel pays on peut avoir une telle situation pendant autant de temps sans que le gouvernement continue, on fait le conseil de ministres tous les jours, et le ministre de la Justice vient s'asseoir comme si tout est normal. Ça, moi, je crois que dans un pays normal, on prend les dispositions, l'État doit pouvoir prendre les mesures adéquates, parce que l'État aussi, c'est ça. Assurer la continuité du service pénitentiaire. Oui, voilà. Je pense que autant, bon, j'avais eu à déplorer le nihilisme syndical, c'est-à-dire aujourd'hui, bon, c'est la grève. Bon, autant aujourd'hui, effectivement, quand même, il y a un problème au ministère de la Justice. Je fais l'économie du bras de fer entre ces GSPS et puis leur ministre de tutelle, parce qu'il y a eu ces deux bras de fer. Et je crois que même au fond, c'est toujours ce bras de fer-là qui perdure avec... oui, c'est ce bras de fer, parce que les GSPS, sans le dire... Les GSP, sans le dire à haute et intelligible voix, ils avaient souhaité une péto que même au dernier remaniement là, on éjecte le garde. Non, il faut qu'on éjecte. Oui, c'est pas. Voilà, qu'on éjecte. Oui, c'est pour ça qu'on éjecte. Voilà. Or, effectivement, bon, l'État ne peut pas fonctionner comme ça. Un syndicat se lève, non, on ne veut pas de tel ministre, on a le non. L'État ne. Mais autant donc il faut déplorer ce nihilisme syndical là, autant effectivement aujourd'hui l'État, parce que c'est l'État qui est interpellé, il faut résoudre ce problème. Regardez ce que ça pose au niveau, en milieu carcéral. Aujourd'hui, à la gendarmerie comme à la police, quand on attrape des malfrats ou bien quelqu'un qui a fait un acte délictuel, on ne peut pas le garder 2 ou 3 jours, on le libère. Ceux à la MACO qui devaient voir leur lever d'écrou signé, ils y restent toujours. Donc, je crois aujourd'hui, au-delà, c'est quand même le ministère de la Justice, garde des Sceaux, qui doit poser le problème et essayer de trouver une solution. Parce que quand même, ça inhibe même tout le fond. Parce que vous savez aussi que la justice, c'est la clé de voûte de toute démocratie. Quand là-bas, ça tangue, c'est toute la démocratie qui tangue. Donc, je crois aujourd'hui, le gouvernement, effectivement, est interpellé pour essayer de trouver la solution pour que la justice recommence à fonctionner. Normalement, oui. Oui, je crois aussi que... Il n'y a pas que les syndicats des magistrats aussi, au-delà des déclarations, doivent aussi entrer en scène pour effectivement contribuer effectivement à faire débloquer la situation, parce que il n'y a pas que, c'est vrai que c'est au niveau des gardes de sécurité pénitentiaire, mais ça bloque le fonctionnement de la justice, aussi la chaîne pénale, du moins. La question de fond aujourd'hui, c'est qu'on a comme l'impression qu'à force d'avoir cultivé l'impunité sur beaucoup de questions, l'État, effectivement, est incapable de prendre des initiatives quand il le faut. Il faut des mesures fortes quand il le faut. Il faut négocier quand il le faut. Il faut céder aussi. Mais c'est bizarre qu'on engage des bras de fer là où on n'en a pas besoin. Et là où il faut effectivement sévir, on ne fait rien. C'est ça le problème. La réponse 30 secondes à Bourema, c'est qu'effectivement, bon, on a hérité ça, bon, de l'insurrection et de la transition. Aujourd'hui, il y a une dictature intellectuelle et tout ici aujourd'hui que même souvent l'État est recroquevillé. L'État est recroquevillé parce qu'il y a les personnes. La question, c'est vous qui avez la parole. Beaucoup moins très rapidement. Les confrères ont déjà dit l'essentiel. Oui, il faut que vous vous exprimiez sur voilà, la question très rapidement. On disait l'essentiel, parce que sur la justice, qui est la clé de voûte du système démocratique, si la justice est grippée, tout bloque. Il y a des gens qui sont des innocents, mais qui sont toujours en prison. Ce n'est pas normal. Il y a des gens qui sont peut-être des criminels, mais qui sont dehors. Ce n'est pas normal. Ils continuent de commettre des forfaits comme ça en toute impunité. Ce qu'il faut absolument dans les jours qui viennent, il faut qu'on quitte le bras de fer, justement, entre le ministre, c'est même pas le ministère, le ministre et le syndicat des GSP. Il faut quitter ce bras de fer pour discuter. Voilà, parce que c'est quand même une responsabilité politique, ce n'est pas un poste technique. D'accord. Alors, on a bien compris votre position, mais on est malheureusement pris par l'État. Alors, la prison,
On en parlait, je pense que ça fait désormais partie du passé de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les deux co-accusés ont bénéficié d'une liberté sous condition et sont sortis de prison. Alors, ce n'est pas une surprise quand on sait que les juges de la CPI avaient déjà demandé leur liberté immédiate il y a quelques semaines. Alors, très rapidement, est-ce qu'on peut voir cette liberté sous condition de ces deux personnalités, en tout cas de la Côte d'Ivoire, comme une victoire pour le camp Gbagbo? Dieudonné. Non, bon, ce n'est même pas c'est une liberté résident surveillée. Parce que, bon... Mais ils ne sont plus en prison. Oui, non, mais n'empêche que... Vous avez vu les conditions là? Oui, ils ne peuvent pas quitter la municipalité. Ils ne peuvent pas quitter le territoire dépendant de la CPI. Ils ne peuvent pas parler du procès. Mais en réalité, tous ces salamalek là, la question se ramène comment empêcher ou retarder Laurent Gbagbo de rejoindre son Abidjan natal et puis sa Côte d'Ivoire, et comment retarder ou empêcher Laurent Gbagbo de participer à la présidentielle de 2020. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, c'est son kérosène. S'il n'arrive pas à participer à cette présidentielle-là, vraiment, il aurait préféré même rester dans les 9 mètres carrés de Scheveningen. Oui, mais est-ce que ça sortit parce qu'il n'est plus en prison? Oui, bon, c'est pour ça. Oui, mais ça... Est-ce que ça ne peut pas avoir justement un impact? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, tout ça, c'est une sortie, mais qui laisse vraiment un goût d'inachevé parce qu'il va être de sa maison de bruxelloise, là, il ne peut rien faire. Il veut habiter. Donc, je crois que la CPI, aujourd'hui, là, avec ce dossier, Gbagbo, la CPI a confirmé que vraiment, c'est une juridiction supranationale, mais qui est un peu politisée. Il faut qu'elle se pourvoie mieux pour vraiment donner confiance aux Africains, parce qu'on a l'impression que c'est une cour pénale pour indigènes. D'accord, on a commencé avec 3 minutes de retard. On va peut-être demander à la régie de nous accorder ces 3 minutes pour très rapidement finir sur... Pour le cas Gbagbo, c'est un fiasco total de la CPI. C'est un fiasco total. On est parti avec, a priori, une culpabilité établie de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Au final, zéro. Ça fait pchiche, comme dirait l'autre. Oui, alors du côté des victimes, on se pose des questions. Évidemment, oui, mais on n'a pas pu établir le lien entre ce qui a été fait, les exactions qui ont été commises, et Laurent Gbagbo. C'est la même chose qui est arrivée avec Mbemba, où des milices sont allées commettre, ces milices, des gens à lui, sont allés commettre des actions, mais ce n'est pas lui qui a donné l'ordre. Donc on n'a pas établi ce lien, il a été libéré. C'est la même chose. Aujourd'hui, la CPI, je vais dire, cherche un peu à sauver la face en posant ces conditions qui sont inacceptables. Où il est acquitté et il rentre chez lui, où il n'est pas acquitté. Ça, ce sont les conditions qui étaient... Et ils ont été libérés. Voilà. Mais on ne peut pas en condition. C'est une libération sous condition. Moi, je crois que ce qui arrive à Gbagbo et à Blé Goudé, c'est... On voit une persistance, en fait, effectivement, du bureau du procureur de la CPI dans le déni de justice. Parce que la vérité, c'est que l'accusation est partie sur la culpabilité de Gbagbo avant de rechercher les preuves. Or, l'idéal aurait été qu'elle se saisisse des faits, effectivement, de la crise post-électorale et rechercher maintenant les auteurs. Là, on allait trouver effectivement dans le box des accusés aussi bien les camps de Laurent Gbagbo que les camps des rebelles et des pro-Ouattara. Parce que la guerre Gbagbo ne l'a pas fait tout seul. La guerre, les camps Gbagbo l'a fait avec aussi les camps Gbagbo. Quand on tuait les gens à Akwedo, c'est des partisans de Gbagbo aussi qui sont tués là-bas. Donc les victimes se recrutent de deux côtés. Donc quand on entend des victimes pro-Ouattara qui se plaignent du fait qu'on ait libéré Gbagbo, moi je crois aussi qu'il faut, si on est dans la justice, on doit pouvoir entendre les victimes, toutes les victimes, sans distinction d'appartenance. D'accord. Alors on n'a pas trop de temps de discuter de ces dernières questions que j'aimerais poser. Est-ce que justement les dirigeants africains doivent avoir encore peur de la CPI après ce qui vient de se passer? Moi je pense que pas grand-chose, parce qu'il faut quand même le dire. Je pense que les chefs d'État n'auront plus peur de cette cour. Parce qu'effectivement, il est démontré avec le dossier de Gbagbo que la question politique a pris le pas. Parce que même dans cette décision, quand on regarde, c'est pour effectivement empêcher Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire avant l'élection de 2020. Je crois qu'il faut... Et donc, je pense que
c'est un peu selon que vous êtes fort, ben, vous allez vous en sortir, mais si vous êtes faible, on va vous condamner. Je pense Et donc, je que pense que Voilà, aujourd'hui, je vais ajouter une chose, avoir peur ou pas. Quand on regarde, tous ceux qui vont à la CPI, c'est à la Vous avez 20 secondes, c'est à la demande des présidents africains. tout à fait. C'est des gouvernements qui demandent. C'est le principe de subsidiarité. Si la justice nationale ne se saisit pas d'un cas de violation grave des droits de l'homme, la CPI s'en charge. Mais Gbagbo, c'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Mbemba, c'est Kabila qui l'a envoyé. Tous les chefs, le président ou les leaders qui sont allés à la CPI, c'est à la demande de leur pays, des autorités de leur pays. Donc, moi, je ne suis pas avec ceux qui incriminent comme ça la CPI d'être une justice pour chefs d'État africains. Si on n'envoie pas nos gens, la CPI ne viendra pas les chercher. Pour terminer, je pense qu'il va falloir revisiter le statut de Rome, parce qu'avec les cas Barbeau, les cas Jean-Pierre Bemba, le non-lieu pour le président et le vice-président Kenya, il faut revoir le statut de Rome, parce que la CPI aujourd'hui est complètement discréditée. Et ce n'est même pas souvent des chefs d'État qui ont des problèmes avec les droits de l'homme. Même des chefs d'État respectables réclament aujourd'hui qu'on revoie, en tout cas, ce statut de Rome. D'accord, alors ça va être le mot de fin, on n'a plus pas le temps. Alors nous avons demandé 3 minutes, il est midi 3 minutes. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à tous les invités autour de la table. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut. Tout à l'heure, l'édition de 13h.